Bonjour tout le monde et bienvenue à Ten from the Back, épisode 38. Mon nom est Sébastien et je suis aujourd'hui avec Corbac. Comment vas-tu, mon cher? Salut Seb, écoute, merci de m'accueillir. Écoute, moi ça va très très bien. J'espère que les gens qui nous regardent vont très très bien aussi. On se fait notre analyse annuelle. On l'avait déjà fait il y a à peu près un an. Et du coup, on va continuer de vous parler des tier lists. Donc encore une fois comme l'année dernière avec une vidéo en deux parties, une sur chaque chaîne. Tout d'abord, merci de prendre le temps de faire ça avec moi. Je trouve que c'est un exercice intéressant, surtout qu'on a des méthodes qui sont complètement différentes. On a des expériences de jeu qui ne sont pas les mêmes. Alors, je trouve que ça vient ajouter beaucoup de richesse à l'exercice et que ça permet aussi de voir des fois les choses d'un œil différent. Donc, merci à toi de te plier au jeu encore une fois. Si tu nous expliquais là, la tier list que tu nous as concoctée pour que les gens puissent bien saisir là, comment on va classer les armées. Tout à fait. Écoutez, on reste des youtubeurs, des influenceurs, donc on sait que les tier lists, ça marche, donc on vous en donne. Par contre, au lieu de vous parler des trucs habituels, S, Broken, ensuite les trash tiers, etc., on a divisé de la manière qu'on trouve qui correspond pour nous le mieux au jeu The Old World. S, globalement, c'est on attend janvier, donc l'armée est vraiment trop forte, on attend que Game Workshop fasse le boulot. Voilà, CF, les news que vous avez sur Ten from the Back, qui vous donnent toutes les informations là-dessus. Profitez-en, hein. Alors, Sword and Baguette, on donne des infos que quand on les a, quand elles sont, voilà, quand on a le papier sous les yeux. La vraie source sûre en France pour avoir des informations, des leaks, c'est Ten from the Back. Et encore une fois, c'est une défaite, hein, c'est notre deuxième plaine d'Abraham, mais c'est outre-Atlantique que ça se fait pour nous. Donc, S, on attend janvier, bref, Game Workshop, sortez-vous les doigts. A, on va arriver dans ce qui est facile de gagner avec. C'est-à-dire que normalement, c'est pas trop compliqué de sortir les synergies, c'est pas trop compliqué de faire un bon score avec. B, ça commence à être dur de gagner avec. C'est-à-dire, il y a des éléments, mais souvent, ça va être des armées ou des compositions. On va y avoir un petit défaut, volontaire ou involontaire. C, par contre, ça va être facile de perdre avec. C'est-à-dire, fondamentalement, dès que tu vas affronter du A, sur le papier, tu es censé t'en prendre une. Mais si tu t'en sors bien, tu peux le faire. Tu peux gagner avec. On a vu notamment le Skaven. On a vu de très bons joueurs gagner avec du Skaven. Mais fondamentalement, quand tu arrives avec du Skaven, tu as plus de chances de perdre. Et enfin, le D, c'est pas adapté au jeu actuel. Donc, c'est simplement des règles, des éléments qui font que cette liste de composition, le thème, ses points forts, ses aspects spécifiques, en fait, ça colle pas. Et l'exemple qu'on pourrait donner, déjà en petite info, c'est voilà, l'elfe Sylvain, qui reste toujours assez fort, qui a eu des petits nerfs, etc. Mais est-ce que c'est fait pour tenir les objets comme on a dans le nouveau, dans le guide du jeu actuel, dans le guide du jeu équilibré actuel, de l'open play actuel? Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on peut poser. C'est pas forcément que l'armée est mauvaise. On a des armées qui ont été mauvaises à certains moments dans The Old World. Mais c'est surtout, est-ce que quand j'arrive à un tournoi ou quand j'arrive en assaut et que j'ai pas prévenu mon adversaire de ce qu'il allait jouer et inversement, est-ce que je vais pas simplement ramer, sortir toutes les rames du monde et galérer pour faire mes parties? Donc voilà, c'est un petit peu, voilà, c'est ce qu'on vous propose sur ces deux vidéos. Commencer, je te pose une question. Dans un monde idéal, à ton avis, où est-ce que se situerait chacune des armées? Moi, j'ai ma réponse, mais je suis curieux de t'entendre là-dessus. Où est-ce que tu les placerais? Est-ce que ça serait d'être dans le B, dans le A, dans le C? Et qu'est-ce que tu... ça serait quoi ta vision des choses? Bah, le S et le D, clairement, c'est Game Workshop, vous devez rebosser le sujet. Donc clairement, pour moi, dans l'absolu, il ne devrait rien avoir dans le S et rien avoir dans le D. Après, ce qui compte au final, c'est que tout le monde soit dans la même catégorie. Alors après, j'ai l'exemple avec Star Wars Legion. Je venais de Warhammer 40 000 où tu avais des armées qui avaient 70% de win rate et d'autres qui en avaient 12. J'arrive dans Star Wars Legion, tout le monde te dit ouais, l'Empire c'est broken, ça gagne tout, la Blizzard Force. Bon, c'était au-dessus, mais c'était à 52% de win rate. Donc en fait, quel que soit l'univers dans lequel tu es, le déséquilibre déplaira toujours. Donc tant qu'au final tout le monde est capé à peu près de la même manière, que tout le monde soit en, soit en A, soit en B, ou soit en B, soit en C, ou tout le monde en B, l'idéal, le centre, bon, je pense que ça peut être bien. Ce qui est important, c'est qu'on n'ait pas l'impression que, enfin pour moi, que quand tu choisis une faction parce que tu aimes les figurines, que ça t'oblige à galérer après sur table.
Tu vois, moi, de la manière que je vois ça, ben, ça se ressemble un petit peu. C'est sûr que ce qui est aux extrêmes, on veut éviter ça. Moi, je me dis que dans un monde idéal, je regarde les armées que personnellement, je placerais en bas du A, début du B. Je pense que c'est un petit peu ce niveau-là de puissance qu'on devrait viser pour un peu tout le monde. Oui, d'avoir des synergies intéressantes, d'avoir des combos qui sont très, très forts, mais ce qu'on veut éviter, c'est des trucs qui pètent complètement le jeu sans avoir à se poser trop de questions. Donc, je pense que les armées qui se situent un petit peu dans cette gamme-là, devraient être la cible à atteindre. Ils ont des choses intéressantes, ils ont des choses très fortes, mais en même temps, ils ont des faiblesses ou des côtés imprévisibles qui leur permettent d'être à un niveau qui est tout à fait, à mon avis, acceptable. Donc, moi, je pense qu'on a un peu la même vision, on s'y est Ouais. pris de manière différente, mais je trouve ça intéressant quand même. Mm. Je pense que dans l'idéal, en fait, on a toutes les grandes armées qui sont vraiment, on va dire, dans un univers médium, qui apportent beaucoup de choses et qui permettent de jouer différents styles de jeu. Et les armées d'infamie qui vont te permettre de polariser vraiment soit ton gameplay, soit par rapport vraiment à des aspects du jeu pur et dur, comme par exemple la full cavalerie ou des choses comme ça, Côté mais système, qui vont aussi effectivement. proposer des défauts et en fait qui vont faire que ça va être plus polarisé et que c'est peut-être des armées qu'on verra plus dans du jeu en équipe, en 6 ou en 8 joueurs, alors que les grandes armées seraient plus idéales pour du solo où tout le monde va jouer en intermédiaire avec des armées faites pour affronter le tout venant. Voilà, dans l'idéal, c'est ça. Bon, après, on sait comment sont les joueurs, il n'y a aucune raison que The Old World soit différent. Vous allez voir une liste très polarisée qui va fonctionner en équipe, vous allez la jouer en solo. Comme ça, si vous gagnez, c'est vos bons match-up, c'est que vous êtes le meilleur. Et si vous perdez, c'est que vous n'aviez pas le match-up. Et donc, c'est pas de votre faute. Voilà, c'est plus rassurant pour l'ego. Ouais, il faut toujours trouver un coupable, c'est toujours mieux. C'est toujours l'autre ou les dés. Règle numéro un. Idéalement, il ne faut pas que ça soit soi-même. Allez, on Bon, du commence. coup, on commence. Ouais. Je te propose de commencer par le roi des tombes. Toi qui es un joueur Toon Kings, si on devait placer cette magnifique grande armée roi des tombes, où est-ce que tu la mettrais? Je la trouve très difficile à placer en ce moment, en toute franchise. J'aurais tendance à dire au-dessus du A ou à la fin du S. Je pense que la stabilité des Undead la rend extrêmement forte. La grande armée a des excellentes combinaisons possibles. J'adore le double dragon, double sphinx avec bon, des chariots, etc. On peut utiliser une approche plus balancée. Ce qui fait en sorte que j'ai de la difficulté à les placer en S en ce moment, c'est qu'on voit beaucoup d'armées avec énormément de volume de tir et même si les rois des tombes résistent bien en général au tir, ben, KT est là, les contes vampires sont là. Je sais qu'il ne faut pas toujours mélanger les choses, mais pour moi, ils ont perdu quelques plumes avec leur 1.5, leur magie est moins forte. Ils ont un petit peu plus de difficultés avec l'armure. Donc, ouais, je les placerais soit à la fin du S, soit au début du A. Ça reste une excellente armée, je les adore. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis globalement d'accord. Pour moi, on est sur une armée qui a bien profité de la nouvelle mécanique de jeu apportée par le Match Play Guide, avec de la prise d'objectifs, parce que forcément, quand tu prends des objectifs, avoir des troupes qui reviennent à la vie, c'est forcément très bien. Et en effet, alors, le gameplay gros monstre qu'on avait, souvent le double dragon, double nécrosphinx, Sphinx? il brille un tout petit peu moins avec les nouvelles règles de défi par rapport au gros pack d'infanterie, certes. Mais en fait, pour moi, il a un énorme avantage, c'est qu'il faisait partie des dragons qui n'avaient pas accès à une sauvegarde à 2+. Et donc, en fait, ce nerf qu'on a eu en 1.5 ne l'affecte pas. C'est-à-dire, lui, il reste un dragon moins cher que les autres. Son principal défaut, le manque de tanking face à la saturation, c'est toujours restreint. Il a toujours accès à l'armure des âges, hein, qui lui permet quand même d'être bien protégé pour les patrons. Donc on a quand même un patron qui reste particulièrement brillant. Et tu l'as dit, en magie, c'est un petit peu plus compliqué, même si ça reste encore une des listes qui permet de briller, parce que l'arche, en fait, continue de faciliter la magie. En fait, on va pas se mentir, si on le met pas en tier S, c'est parce qu'il y a le culte mortuaire. Ah, puis encore là, je pense que ça dépend tellement des situations. Mais oui, je pense que le culte. Puis encore là, l'Ost Royal est excellent aussi. On a vu des trucs. Donc, moi, je les adore. Puis comme je te dis, j'aurais été très à l'aise de les mettre dans le bas du S aussi. Donc, c'est vraiment là, plus une question de voir combien on place d'armées dans le S, combien on en met dans le A. Hmm. Mais par contre, alors est-ce que tu es d'accord avec moi que le culte mortuaire est plus fort en l'état que la grande armée, de par ses fiabilisations magiques? On a encore une armée qui peut casser à +4 un sort par tour avec
avec les éléments. Bon, il y a les tablettes pour en continuer à briller. On est sur un gameplay où le beau chapti est toujours très très bien, là où les grands monstres ont perdu un point de sauvegarde. Bah, fondamentalement, c'est un Ah, demi-plague exact. of Rust offert à chaque tour. Et puis surtout, bah, le beau chapti, ça a tendance à mettre des bonnes rafales sur les lanternes catéyennes. Je l'ai joué, justement, c'était pas le culte mortuaire, mais j'ai joué des beaux chaptis contre les lanternes. Et puis bon, un match, c'est pas tellement représentatif, mais c'était pas aussi évident que je pensais. Le culte mortuaire, c'est une des armées que j'ai beaucoup de misère à vraiment évoluer parce que je pense que c'est une armée win big, lose big. Quand tout va bien, ça va superbement bien, tu vas tabler ton adversaire, il pourra rien faire. Mais si ça ne va pas du tout, ça disparaît à une vitesse ahurissante. Les résultats au WTC, d'ailleurs, m'ont beaucoup surpris du culte mortuaire, où est-ce que je m'attendais à ce qu'ils fassent vraiment meilleure figure. Je sais que c'est un tournoi par équipe, probablement qui ont été envoyés dans des mauvais match-ups, mais je les trouve encore extrêmement forts. Ils ont la possibilité de jouer la bombe de terreur extrêmement bien. Ils ont une très, très bonne gunline, mais je pense qu'il faut aller vers une version un petit peu plus équilibrée et ça leur fait peut-être un peu plus mal que je l'aurais pensé, pardon, mais ils sont encore très forts et ils contrent très bien KT, sur papier en tout cas. Donc, oui, j'ai ça à les placer en S. Ah, le problème du WTC notamment, bon, sans même parler des sujets de layout, des rule change ou des choix ou non d'appliquer certains éléments, c'est, en effet le côté en équipe. Pour regarder côté français, le joueur français en tout cas s'est retrouvé avec une liste, qui lui a été imposée par ses mates et parce que c'est un joueur bretonien dans l'âme, dans l'absolu donc quand tu joues bretonien et qu'on te dit: «Bisous, tu vas jouer une gunline avec des beaux chaptis», c'est toujours beaucoup de fun. Et surtout, on lui a dit, bah, en gros, tu vas chasser du gyrocoptère tout le week-end. Donc en fait, ton principe, c'est tu vas tirer sur des lanternes ou sur des gyrocoptères. Tu vas te mettre en mode DCA. Voilà, c'est très drôle. Mais je pense que, ouais, en termes de gameplay, bah, forcément, les deux joueurs vont jouer le nul parce que bah, des gunlines qui se tirent dessus sur des layouts, c'est-à-dire tu sais déjà quels seront les angles de tir, quels seront les éléments. Forcément, c'est plus compliqué de perdre. Donc je pense que c'est ce qui fait qu'on a vu un culte mortuaire qui a peut-être sous-performé en effet sur ce tournoi en équipe. Moi, je l'ai joué à Vitrolles, donc où j'ai affronté du nul en premier, du nain en deuxième et de l'homme bête en troisième et un roi des tombes en quatrième. Clairement, l'armée est très très stable. Oui, C'est tout à fait. impressionnant. Et autant pour avoir testé la grande armée roi des tombes, je prenais assez peu de plaisir. Autant le culte mortuaire, ses capacités de relever ses invocations, ses tests d'initiative sur les adversaires, qui sont très très forts, hein, notamment contre la force expéditionnaire ou en duel contre du mort-vivant. Tu te retrouves à avoir des petites capacités qui sortent un petit peu. Enfin, t'as un test d'initiative où retire une figurine, t'as quand même l'impression que c'est pas le bon jeu, quoi. Donc, euh, Ouais. donc voilà, pour moi, je le mets en S. Alors, pareil, pour moi, je le mets au-dessus, en tout cas, de la grande armée. Donc, si la grande armée est en fond de S ou en haut de A, pour moi, c'est pas On n'a choquant de pas le le voir choix. à cet élément-là. Par contre, Lost On n'a pas le choix. Royal, comment est-ce que tu le places, toi? Oh là là. Euh, c'est encore une fois extrêmement. Il joue le scénario extrêmement bien. C'est pas quelque chose que je trouve intéressant nécessairement comme gameplay sur papier. Mais j'ai été impressionné de voir ce que l'équipe britannique avait fait avec sa liste, dans le cadre du WTC. Et puis d'ailleurs, si je me trompe pas, le joueur avait eu une défaite, puis j'ai regardé, je me suis dit: «Qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'il perde ce match-up-là?» Bon, probablement que son hiérophante est mort ou quelque chose du genre, puis que c'est parti, là, de travers à partir de là. Mais même là, extrêmement stable, joue le scénario probablement mieux que n'importe qui d'autre, mais j'ai l'impression que je le placerais en bas de la grande armée. Je pense qu'ils projettent moins de force que les 2 autres, que oui, leur game de scénario est meilleur, mais contre une armée qui veut t'éviter pendant toute la game, les seuls points que tu pourras aller chercher, ce sera les points de scénario, j'ai l'impression. Ouais, je pense aussi. Pour moi, c'est une armée qui souffre vraiment du changement du poison. Parce que alors, encore une fois, il y a sûrement des gameplays qu'on connaît pas, mais le gameplay qu'on a le plus vu, alors peut-être que toi, tu as vu autre chose, c'est le gros pack d'infanterie empoisonné avec tous les éléments qui vont bien. On aurait aimé voir des armées basées sur les chars, parce que c'était quand même aussi l'un des thèmes, avec notamment les chars avec des gardes des tombes dessus.
Mais globalement, ça reste le gros pack d'infanterie, la cohorte qu'on voit briller. Et en effet, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Alors, à voir aussi dans certaines conventions de tournoi, ils font qu'une seule unité contrôle qu'un seul objectif. Mhm. Et bah, rien que ça peut encore leur mettre une petite misère à ces pauvres Gus. Donc ouais, derrière la grande armée roi des tombes, ça je te rejoins. Alors encore une fois, est-ce que c'est un gros A ou un petit S, le bababa du S? C'est compliqué. Je pense On que n'est pas c'est loin. pas en S. Voilà. À mon niveau, pour moi, c'est pas en S. Ouais, si j'avais à en mettre une des deux dans le S, probablement que ça serait la Grande Armée avant l'Ost Royal. Mais encore une fois, tu sais, tu me parlais du gros pack avec tous les héros. On a vu une liste où est-ce qu'on avait 2 packs avec des héros dans les 2 packs pour mieux contrôler, forcer des engagements, contrôler une plus grosse partie, de la map. J'ai vu des versions avec 2 dragons aussi qui ont potentiellement quelque chose à faire aussi. C'est sûr qu'on perd les sphinx, on perd autre chose. Bon, est-ce que ça vaut la peine ça? J'en doute, mais il y a moyen de faire quelque chose de bien méchant avec de Lost Royal. C'est juste une question de voir quoi exactement. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que la liste n'a pas encore été unlock avec la 1.5. Il manque encore pour moi des petits éléments qui font en sorte que tout clique, tout est à la bonne place et qu'on les place en S. Ouais, tout à fait. En France, en fin de 1.4, on avait une version qui était assez intéressante avec certains gros packs, mais en fait qui jouait des persos sur char à l'intérieur pour augmenter le tanking, pour augmenter certaines auras, pour augmenter beaucoup de choses. Et donc on a Ayaz qui a joué ça pendant quelques tournois en France et qui a traumatisé quelques compos. Que je vois. Mais, mais par contre, bah, le défaut, c'est qu'en 1.5, les chars dans l'unité sont ciblables parce qu'ils n'ont pas le bon type. Mhm. Donc forcément, ça rend les choses beaucoup plus compliquées quand ton perso se fait dégommer au tir. Donc voilà, plutôt intéressant et ouais, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Bon, on a commencé par ton armée, voilà, même si je joue un petit peu le culte mortuaire, je te propose de passer sur la mienne, en tout cas celle que j'ai le plus jouée en 1.4, les hommes bêtes, en commençant par la grande armée. Alors, où est-ce que tu les mettrais, mes chers biquettes? La Grande Armée, euh, je dirais en très haut du B, bas du A pour la Grande Armée. Oh, t'es dur, t'es dur. Ça me fait plaisir parce que Ben, ça renforce mon ego, mais pour moi, je le mettrais je- quand même en A. En dessous du ben, roi des écoute, tombes, c'est sûr. ben, oui, puis moi, je les place en bas de plusieurs autres. Comme je te dis, si on les met dans le bas du A, j'ai pas de problème. La Grande Armée a des options, a des belles choses. Les nouveaux objets magiques que vous avez obtenus dans votre Arcane Journal sont excellents. Et si c'était pas du Arcane Journal de café, ce seraient les meilleurs du jeu. Excuse-moi, je suis obligé de le faire. Tu sais ce que je vais faire et tu vas m'en vouloir en tant que maudit français. On est très Vas-y. content d'avoir le KLS. Ouais. Le fameux calice, non, non. Ouais, le calice, écoute, il est excellent. Puis j'ai vu même, j'ai trouvé ça intéressant dernièrement, j'ai vu un joueur guerrier du chaos qui prenait un Chagot avec le calice pour protéger son armée des grosses listes de C'est tir. Je trouve ça super innovant, super intéressant. Je trouve que ça ouvre des beaux potentiels. c'est le joueur KO de la team Sword and Baguette pour le tournoi de 3 notamment. Alors je sais pas si c'est ça que tu as vu, mais ouais, qui va jouer en équipe de 5, qui joue le maire. Bon, on parlera un petit peu après des guerriers du chaos. Mais oui, il y a eu deux très bons objets magiques qui sont accessibles, même s'ils sont en homme bête, qui sont accessibles au chaos de par les ogres, Mhm. avant de par les dragons ogres et le Chagot, qui est l'objet de sort qui file mouvement de réserve, que les joueurs du chaos ont placé un petit peu aussi, parce que bon, ça type que l'infanterie, donc c'est un peu plus précis, mais qui est sympathique. Et surtout, bah, de pouvoir mettre un calice sur le dragon ogre. Et l'air de rien, bah, ça donne de l'intérêt au Chagot. Et ça, c'est Tout à vraiment pas fait. mal. Bon, allez, pour mon ego, on va dire l'homme bête en A, parce que c'est quand même mes biquettes, et je veux pas m'embrouiller, sinon les dés vont me planter après. Dans tous les cas, on est d'accord que si on met la grande armée en A, le roi des tombes grands, il coulisse légèrement ici. Si on fait l'inverse, voilà, on serait comme ça. Après, encore une fois, là, on est dans du pouillem. Oui, tout à fait. Puis tu sais, comme je disais, là, si je les mets dans B, ils sont absolument au début les plus forts du B. Oui, Euh, ils ont quand même.
autant de ils ont pas de flyers de qualité. C'est Oui, une de leurs plus grosses faiblesses, à mon avis. Puis leurs monstres sont moyens, mais ça frappe fort. Ça, c'est une des choses que j'aime de l'homme bête. Bonne magie, bons objets magiques, des bonnes troupes. Tu sais, je dis toujours à mon frère quand on s'affronte et qu'il joue ses hommes bêtes, une fois que tu es rendu, tu vas faire le travail. oui, Il faut juste que tu endures pour te rendre. Et le calice, définitivement, aide à accomplir ça. exactement. Donc le calice, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait une capacité que tu utilises. Il y a pas de test à faire, c'est automatique. Tu l'utilises au début de ton tour et en fait, les machines de guerre adverses ne pourront pas tirer et les armes de tir, les autres armes de tir ont leur portée divisée par deux. Donc ça te donne vraiment un tour pour respirer et te jeter sur l'adversaire. Ce qui était même très très fort en fin de 1.4 parce que globalement, bah, quand tu jouais Hombet avec des listes très agressives, si tu avais le toss contre des listes avec même 4 canons, 6 canons, tu lançais ton calice, tu faisais une énorme ligne droite, personne faisait de roue, et dans le maximum, tu prenais qu'une phase de tir sur le T2 quand tu avais des tirs, des charges qui avaient loupé, ce genre de choses. Mais globalement, tu étais capable de mettre la pression sur l'adversaire à une vitesse qui était incroyable. Là, en 1.5, le petit souci qu'on a, en gros, globalement, c'est que bah, contre l'infanterie, vu qu'elles ont gagné la parade, bah, il y a pas mal de moments où on se retrouve à rebondir. Même le Ouais. Dumble, hein, qui va être avec de la PA-2 assez fréquemment, il va galérer un petit peu. Le Gorgon a pris son nerf avec les modifications sur la frénésie. Le gros pack de Dungor, qu'on a vu pas mal dans les tournois anglo-saxons, le gros pack d'Ungor Archer qui se téléportait, a pris tous Ouais. les nerfs possibles. Du Mystical Pathway, du poison, voilà. Globalement, Game Workshop a dit arrêtez avec ça. Bon, on Ouais, jouez arrête, plus ça, dommage, jouez c'était autre très chose. drôle. Donc voilà, quelques petits nerfs. Et puis, bah, paradoxalement, on a eu une armée d'infamie qui est sortie, qui est orientée magie, la White Herd, qui était catastrophique quand elle est sortie avec son wording de 1.4, qui a été faquée pour la 1.5, qui l'a rendu bien plus jouable et bah, qui, en pratique, brille bien plus que la grande armée actuellement. Là, malheureusement, je pense qu'on est d'accord et que surtout les résultats de tournoi rendent l'argument très compliqué, enfin très compliqué de dire le contraire pour l'instant. Qu'est-ce que tu en penses de la Wild Herd? Moi, je pense qu'elle est potentiellement même en tiers S. Écoute, je pense que le Tide à profusion, c'est extrêmement fort. C'est malheureusement ou heureusement, ça dépend du style. Moi, si j'appelle ça un peu, c'est une machine à sous, une armée machine à sous. Quand tout va s'aligner, ça va être incroyable, tu vas gagner le gros lot, mais tu vas avoir une game une fois de temps en temps où tu vas commencer à faire des miscasts, puis là, tous tes mages vont exploser par eux-mêmes, puis bon, ben, ça arrive. Mais c'est très difficile de se cacher, de se protéger contre ça. Elle reste avec des belles capacités de combat. Le spam de Valtide est extrêmement fort, vient contrer beaucoup de choses qui sont très, très fortes dans le jeu. Donc, moi, je la place très, très haut dans la méta actuelle. Je pense que c'est une belle réponse que vous avez à plusieurs des armées qui sont problématiques autrement. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. C'est une très très bonne liste qui va caster à le plus 3, plus 4, voire plus 5 dans certaines conditions. Enfin, c'est vraiment une armée qui est très très forte en magie. Le Viltide, comme tu le dis, bah, le fait que ça ignore les sauvegardes d'armure, celui avec le fétiche, même si tu vas que le caster à plus 4, oh mon dieu, ça reste Raisonnable. terriblement raisonnable. Et surtout, on se rend pas compte, mais il bénéficie un tout petit peu aussi de cet effet du changement sur les fiascos qui bénéficie aussi au compte vampire. C'est en fait ce fiasco 100%. 8-9 8-9. 8-9-10, si j'ai pas de bêtises, ou 8-9. Je pa De mémoire, c'est 8-9 puis 10-12. Donc, je peux vérifier là, pendant Enfin bref, que le t'expliques. fiasco qui est censé t'embêter, qui a été transformé en bah, le joueur lance plus de sorts, en le sorcier ne lance plus de sorts. Ils ont gardé uniquement pour le gros fiasco la fin de la magie tout court. Et donc, en fait, bah voilà, avoir une série de fiascos, bah, la majorité du temps, tu vas perdre quelques figues, mais ta magie va continuer de se faire. Donc, Ouais, là c'était où des avant, c'était 8-9. quasiment une chance sur deux à chaque fiasco que c'était la magie, c'était fini pour le tour. Donc, au final, avec ça, le fait qu'ils aient retransformé le tableau des fiascos, enfin, voilà, le fait qu'ils aient retransformé le tableau des fiascos, le fait que ça lance très très bien, bon, ça comble en fait le seul défaut, c'est d'avoir une base qui est impétueuse et qui est vraiment une très très mauvaise base, hein, qui est la White Herd. Le mélange de gore on gore qu'on a eu pendant des années qui était emblématique. Malheureusement, ils lui ont donné impétueux, hein, en plus d'avoir nerfé un petit peu l'impétueux, parce qu'à la limite, une chance sur deux, on était content.
Là maintenant, bon, on a un pack qui est un petit peu trop cher. On aurait préféré jouer simplement des Gore ou des Ungor, chacun de leur côté. Mais bon, un pack dans l'armée pour avoir une magie fiabilisée, en plus avec la pierre des Hardes qui combine encore bien avec ces éléments. Non, clairement, la place en S est pas du tout choquante. Ouais. Non, je pense que c'est vraiment une belle. C'est une liste qui joue pratiquement la magie de la version 1.3, 1.4 en situation de 1.5 avec un des meilleurs sorts du jeu offensivement qui est Valtide. Donc, Ouais. c'est dur de ne pas les placer au sommet. Puis surtout un accès à des bons domaines, hein. On va pas l'oublier, hein, mais la Tout à fait. démonologie et l'élémentalisme sont des très très bons domaines. Heureusement qu'ils n'ont pas la magie de bataille, parce que je pense que sinon il y aurait un petit côté un petit peu frustrant avec de l'arcane urgentif fiabilisé, etc. Du urgence arcanique. Donc tout à fait. Et bah tiens, on va Je te passer pose à la la question. troisième. Ouais, Ah, pardon. tu les as placés en bas de la grande armée des rois des tombes? Ah, ben là, si J'ai. tu veux, on peut rentrer dans ce sujet. Est-ce que c'est mieux ou moins bien que du Roi des Tombes? Pour moi, l'aspect je me relève du Roi des Tombes, dans une méta où on a beaucoup de Gun 9, fait que pour moi, la Wailord est juste en dessous. Fiable? OK, ouais. Je pense que le potentiel offensif est plus épeurant de la Oui, Wild Herd, mais ton adversaire doit venir à toi. Et je pense que c'est peut-être cet aspect-là avec la Hearthstone qui fait en sorte que oui, la projection est impressionnante, mais si c'est un adversaire qui refuse le combat, mais on peut se retrouver facilement dans une situation de 10-10 où oui, ouais, si je bouge, c'est moi qui me prends la cuite. Puis sinon, si lui vient à moi, c'est lui qui se la prend. Donc, peut-être pour ça que je les placerais en bas, même si je pense que c'est une excellente réponse à KT notamment et oui. au compte vente. Ouais, tout à fait. Oui, puis il y a aussi un sujet, c'est qu'on est dans une méta où beaucoup de joueurs se sont dit, bah écoute, il y a moins de magie offensive, vu qu'on va caster à +2 et pas à +4. Parce qu'au final, vu qu'il y a beaucoup d'armées qui vont avoir +1 pour caster, on voit beaucoup d'armées casser à +2, y compris des petits niveau 1. Euh, Bah, il y a beaucoup de mecs qui ont mis de la résistance à la magie 2. Et dès que tu commences à avoir la résistance à la magie 2, voire 3, là, ton Viltide, ça commence à se rendre Je suis compliqué. d'accord, je suis d'accord. Et surtout, bah, il y a des très très mauvais match-up en Umbed, je pense notamment à la force expéditionnaire, où tes unités peuvent disparaître en claquant des doigts. Et avec les Parce que petites de toute façon, résistances il à y a la trop de magie. cibles, effectivement. Ouais. Hmm. Il y a trop de cibles en plus parce que oui, tu as 4 Valtide, mais tu tires un ou deux gyros à la fois. Alors, Oui, c'est exactement ça, ouais. Ou même simplement les packs qui vont avoir résistance à la magie 2 plus un Runesmith à l'intérieur qui va dissiper. Ah, ça commence à être. Enfin, tu as l'impression de jouer un jeu normal, tu vas caster qu'à +2, t'imagines cet enfer. quel malheur. Bon, et puis on a une troisième armée chez l'Hombet, qui m'a surpris parce qu'en termes de win rate, il y a eu des choses qui l'a placé devant, même si au final on a vu que c'était des tout petits échantillons, etc. Et ça n'a pas vraiment duré dans le temps. La Horde de Minotaur. Qu'est-ce que tu en penses de celle-là? D. Oui. Euh, je pense que je trouve ça malheureux qu'on ait autant amélioré l'infanterie avec la version 1.5 et que l'infanterie monstrueuse ait été complètement oubliée. Pour moi, c'est un style que j'adore d'avoir une armée comme les ogres ou l'armée de Minotaur où est-ce qu'on a moins de figurines, mais pas des gros monstres, mais de l'infanterie monstrueuse qui est intéressante, qui est superbe sur la table, mais ben, ils ont reçu aucun bonus à toute fin pratique versus les autres qui se prennent Press of Battle, qui se prennent le Parry Save, etc., le Outnumber. Ah, je trouve ça triste. Je ne sais pas comment ils pourraient les améliorer pour les amener plus haut, mais je pense que ça va être des armées qui vont très bien jouer dans un contexte là, plus relax. OK, on est en game, on joue des choses qu'on a envie. Ça punch, c'est cool, puis c'est pas trop grave. Mais en ultra compétitif, je le vois juste pas. Je pense qu'ils sont pas du tout adaptés à la méta actuelle en plus. Ouais, je suis. Alors, je vais même aller plus loin. Pour moi, déjà de base, même en 1.4, enfin 1.0 vers la 1.4, l'infanterie monstrueuse était déjà trop chère. Ça, c'est l'élément d'entrée. Que ce soit les ogres, que ce soit en Legacy ou en truc. À part le beau chapti et le Skinwolf, le loup des loups de mer qui arrivait un petit peu plus tard, toutes les infanteries globalement monstrueuses, les trolls, les ogres, toutes leurs versions sont globalement pas bonnes. Parce que trop chères, correspondaient pas. Là, comme tu l'as dit, l'infanterie de base a été améliorée.
Les monstres les croquent toujours de la même manière. En plus, c'est très bête ce que je vais dire, mais avoir des champions à 3 points de vie, bah, ça veut dire que tu mets 8 points de carnage. Oui, ça fait mal, je suis d'accord avec toi. Donc c'est vraiment compliqué. Donc ça, c'est déjà l'élément d'entrée. Donc voilà, l'élément, la base, c'est du Minotaur, qui est déjà un sous-type d'unité qui est déjà pas terrible sur The Old World. Et en plus de ça, on est sur une liste homme-bête avec des restrictions pour mettre des Minotaurs en base, ce qu'on pouvait déjà faire dans la Grande Armée. Globalement, ça se résume à une option pour mettre le mago, enfin le patron Minotaur mage. Donc, à part à tout petit format, parce que bon, je crois qu'ils peuvent prendre des dons du chaos aussi, mais à part à tout petit format, je trouve ça, mais je ne vois pas l'intérêt. Tu peux faire une grande armée efficace basée sur les Minotaurs. Alors, en plus, il sera déjà moins efficace qu'une grande armée basée sur le traditionnel Razorgore, Gore, Viltide, etc. Donc voilà, alors, j'ai trouvé quelques petits trucs sympas parce que comme tu peux les jouer en allié de ta grande armée, ça peut te permettre d'avoir un petit Gorboule assez sympathique qui te file justement de la machine de bataille ou pour jouer une pierre des hardes dedans, mais en plus 33% de base, ah c'est compliqué, c'est vraiment très 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 compliqué et on est vraiment dans quelque chose où bah, c'est juste pas adapté au jeu ni à la méta. Donc ouais, c'est clairement du tiers D. Et ça fait mal parce qu'une charge de Minotaur, c'est censé faire peur. Je suis d'accord, puis tu sais, moi je me souviens là, du livre Realm of Chaos de 5e édition, avec le Doom Bull qu'on pouvait donner la Mark of Tzeentch, qui pouvait être un sorcier. Il y avait des choses tellement cool à faire avec ça, et en ce moment, jouer de l'infanterie monstrueuse, ben, il faut vouloir, faut avoir envie de le faire, à moins de jouer des beaux Tease, des Skinwolves, je suis d'accord avec toi. Et j'ajouterais le Ogre Loader, mais ça, Oui, c'est pas vraiment c'est vrai. une unité, mais vraiment, je trouve ça extrêmement dommage. C'est pour moi une opportunité manquée de la part de Games Workshop. Autant on voulait l'avoir, cette armée-là de Minotaur, autant qu'on l'a vu, on a fait comme misère. Qu'est-ce Mm. qu'ils ont fait? Qu'est-ce que tu penses de passer, non pas tout de suite aux guerriers du chaos, qui serait l'enchaînement logique avec des hommes bêtes, hein, faire le chaos, mais de passer aux orques et gobelins, justement. C'est- Alors, la grande armée orques et gobelins, sous-entendu les 3 packs de gobelins de la nuit avec fanatique et les 2 à 4 catapultes, qu'est-ce que t'en penses actuellement? Ben, écoute, extrêmement bon. Je les place en A. Je pense que la seule chose qui les retient un petit peu, c'est le côté imprévisible de l'armée. Parce que sinon, les orques et gobelins, j'en parle souvent avec mon ami David, qui les joue très bien d'ailleurs. Ils punchent au-dessus de leur catégorie de poids. Et ça, c'est vraiment une de leurs forces. Euh, Quand il y a un peu à la manière des hommes bêtes, mais avec des troupes un peu différentes. Quand tu as tes squigs, hoppers qui se rendent en combat, ouf, l'autre va souffrir. Même chose pour les manglers, la cavalerie sur les cochons. Et ils ont trop de ils ont beaucoup, beaucoup de punch, mais ils sont pas ultra fiables comme on voit chez les morts-vivants, comme on peut voir même à la limite chez d'autres armées. Ils ont plus tendance à manquer un test de terreur, ils sont plus faibles un petit peu à ce genre d'interaction-là. Donc, c'est un bon prédateur pour les grosses armées qui manquent juste un petit peu de fiabilité pour se trouver dans le S, mais c'est une excellente armée que je place là, très très haut là, dans le tiers A. Euh, je les adore personnellement. Puis une armée qui a beaucoup de personnalité aussi, qui est très variée. Puis il y a quand même d'intéressant que dans la grande armée, il peut y avoir quelques petites variations très intéressantes. On n'est pas dans une situation où il y a une seule construction qui est viable. Il y en a plusieurs et ça, je trouve ça très positif. Mm. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, c'est une armée qui est très forte, qui pendant très longtemps était très dure à jouer parce que le côté aléatoire, le côté, il y avait souvent des gros contres. Typiquement l'animosité qui était un vrai malus, qui était très fun mais qui pouvait se retourner contre toi. Et ce qui faisait que bah, quand tu allais en orc et gobelin à un tournoi, tu pouvais parfaitement finir premier et en ayant le même skill, les mêmes, en gérant ton truc, ou dernier, parce que des fois ton armée se retournait contre toi et se tapait dessus entre elles, ou tu avais tous tes fanatiques qui étaient sortis par un grand aigle en début de partie, et du coup tu avais tout ton plan qui se barrait à l'eau et les mecs ton armée qui allait littéralement se taper dessus en plus à coups de boulet.
Bah là, maintenant, on n'a plus ce côté aléatoire, c'est très stable. Par contre, comme tu l'as dit, il y a des certaines faiblesses, notamment bah, la terreur est la meilleure, le meilleur exemple. C'est une très bonne remarque que tu as fait là-dessus. Voilà, on a très peu de vétérans, hein, on va dire ça comme ça. On a pas mal de petits cris de ralliement quand même qui sont Ça peut aider. démultipliables, donc qui fiabilisent le fait de se rallier. Mais bah, tu as quand même déjà reculé. Tu quand même déjà reculé, tu perds ton initiative, tu perds ton tempo. Les orques sur cochon sont une très très bonne cavalerie, mais qui est en spécial. Donc, qui va commencer à rentrer. Voilà, tu as quand même tes 25% de base à mettre en face. Tu as le gobelin de la nuit qui est très fort parce que ça fait son boulot, c'est de la masse, ça a des fanatiques, ça prend les objectifs, ça fait tout ce que ça veut, c'est pas impétueux. Tu as l'orque noir ou l'orque qu'on voit de base parce que bah, pour casser à +3 et ça fiabilise aussi grandement les compositions de l'armée. Donc c'est quelque chose de très fort. La catapulte à plongeur de la mort fait partie des meilleures catapultes du jeu en termes de précision. J'ai fait une partie où, contre un joueur qui faisait pas mal d'erreurs, mais tu vois, je mets mon gorgon à 11 pouces de sa catapulte, je me dis, je suis tranquille. Il tire sur un truc à côté, il dévite 10, il recorrige 2-3. Bon, bah mon gorgon est mort comme ça, tu dis, tiens, une fois, d'accord, pas deux fois de suite, quoi. Et voilà, ça permet du sniping de perso, ça permet vraiment d'aller trickser avec très peu d'investissement au final, parce que l'unité le fait naturellement. T'as pas besoin de payer un ingénieur, t'as pas besoin de payer une synergie ou même le parchemin des rois des tombes, tu vois, qui permet de relancer. Il y a une condition, ça peut foirer, l'adversaire peut dissiper, ta catapulte peut ne pas être fiable. Bah là, il n'y a pas ces problèmes-là. Il n'y a pas ces problèmes-là. Et pareil, les fanatiques, si le joueur ne fait pas n'importe quoi ou s'il n'y a pas un gabarit de tempête de haute magie qui a été placé, globalement, il ne peut pas se passer grand-chose de mal. Et voilà, c'est une armée qui, pour moi, répond parfaitement à la catégorie A, facile de gagner avec. Et clairement, pour moi, c'est beaucoup plus simple de gagner actuellement avec une grande armée orc et gobelin qu'avec un host royal ou qu'avec une grande armée homme. Je suis d'accord. Je pense que l'autre chose qui leur fait mal, c'est que, puis on l'a nommé indirectement, c'est vraiment une armée qui n'aime pas les Bretons où il y a un Green Knight. Et ça, on en voit quand même beaucoup. Donc, cette faiblesse-là, là, avec leur leadership, qui peut complètement faire écrouler leur ligne arrière, les empêche d'être au sommet, mais ça reste une armée où un bon joueur va être capable de faire des résultats sur une base régulière et que ça il va être capable de mettre beaucoup de pression sur son adversaire. Je pense que, si la plupart des armées avaient une aussi belle richesse au sein de la sélection, même si c'est pas parfait, il y a des trucs, bon, qui sont pas joués encore, mais, je pense que ce serait positif, là, si c'était un peu le barème de toutes les autres armées et s'ils étaient tous comme la grande armée des orques et gobelins, le jeu serait vraiment dans une place intéressante. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Bon, puis on va parler des deux armées d'infamie du pot verte, qui là, on va pas se mentir, vont être un petit peu plus basses, hein, au niveau des Tout à tiers. Alors, on commence par le pire ou le moins pire? Allez, on commence par la WAC de troll, histoire d'aller directement au fond du fond. Ah, ben, ouais, la WAC de troll, moi, je l'aime bien. Mais est-ce Mais qu'elle est c'est le bonne? problème. Moi, je l'adore. C'est non. J'ai envie de la jouer, mais c'est pas faisable. Non, écoute, je l'ai affronté beaucoup quand il est sorti, mon ami essayait de la faire fonctionner et même quand tout allait bien, tout finissait par mal aller. Et là, je pense que c'est pire en 1.5 parce que bon, ben, l'infanterie monstrueuse, n'a pas augmenté alors que tout le reste, s'est amélioré. Il y a des mécaniques qui sont définitivement intéressantes. Je pense que ça prendrait pas grand-chose pour la débloquer. Pour la rendre intéressante, peut-être en B, mais en ce moment, avec tous les changements qu'on a vus ailleurs et et la réalité de, ben, si tu veux jouer la game d'objectif, tu as besoin d'avoir de plus grosses unités que ce que tu avais tendance à jouer. Je pense qu'en ce moment et la méta et les scénarios font en sorte que c'est ils partent de trop loin pour que ce soit intéressant, là, compétitivement. Donc, je pas sûr que ça vaut vraiment la peine de s'étendre là-dessus, là, mais si tu veux rajouter ton grain de sel, je t'écoute. Bah, moi, c'est une armée que j'ai envie de jouer. Je vais pas te mentir, j'ai envie de jouer une WAC de troll parce que ça m'amuse, la mégère, ça m'éclate. Bon, en plus, ça permet de jouer un peu de gobelins communs et tout. Enfin, ça permet de jouer des unités qu'on voit pas en grande armée. Le coup de relancer les régènes loupés contre les attaques non magiques, je trouve que c'est fantastique comme avantage.
parce que c'est un avantage qui il y a quand même beaucoup de trucs qui tapent magique, donc c'est fort, mais ça a des contres. Ton armée est inflammable, donc si c'était fort, ça donnerait de l'intérêt aux bannières enflammées, à plein de choses qui existent et qui sont pas jouées. Pour moi, le vrai problème, en dehors même des notions de ne pas être capable de gagner ton corps à corps parce que tu as une CCC catastrophique et qu'avec la parade, même l'impact d'infanterie de base va te repousser quoi que tu fasses, c'est les changements sur la stupidité et le fait de ne plus pouvoir lancer de sort quand tu es stupide. Alors que si spécifiquement, tu as un sort qui permet de relancer ta stupidité et tes éléments. Donc en gros, à partir du moment où tu vas louper ton test de ta stupidité sur ta mégère, ça va être très, très, très compliqué de jouer et tu vas devoir sortir des mécaniques de jeu juste pour avoir le droit de bouger. C'est-à-dire que c'est même pas de gagner parce qu'en fait, tu pas rapide, tu as plein de trucs comme on l'a dit, l'infanterie monstrueuse et cetera et cetera. Mais juste avoir le droit des fois de quitter ta zone de déploiement, il va falloir sortir des stratagèmes. Donc c'est très fun, hein, c'est très fun, c'est vraiment l'armée troll, qui te troll, hein, ça répond plutôt bien aux éléments. Mais moi, une armée où tu te bats contre tes propres dés et contre tes figurines, actuellement, c'est non. C'est ça Ouais, il manque un truc, il manque quelque chose. C'est pas loin, hein, parce qu'on sent, comme ils ont fait pas mal de petites choses, on sent qu'ils ont bien écrit les choses. Le fait que tu donnes ton commandement avec une figurine, avec un sorcier à proximité, ça te permet de passer outre, typiquement tous les problèmes où quand on te lançait un sort de nécromancie, tu utilisais plus le commandement de ton général et tu te retrouvais à 4-1 ou à 4-2 pour ta stupidité et tu savais que ton pack était foutu. Voilà, c'est bien foutu parce que ça permet d'ignorer ces petits trucs-là. Mais là, actuellement, voilà, simplement que le sort, je crois que c'est Gros Cerveau, si je dis pas de si je dis pas de bêtises, Big Brain, heu, mhm. donner simplement la capacité de le lancer, même si le sorcier est stupide, et voilà. Et voilà, on Ouais, c'est Big devrait, Smart. Big Smart. Big Smart, pardon. Mm. Bon, Non, non, je pense que tu as raison, tu as mis le doigt dessus. Puis effectivement, j'avais même pas envisagé les changements à la stupidité. Puis quand tu l'as dit, j'ai dit, oh ouais, ok, c'est encore pire que je pensais. ouais, c'est compliqué. Alors, on l'a vu scorer à tout petit format chez nous, en format 2x2, 1000 points, avec un petit support de tir orienté gunline, etc. En ayant les les gros blocs qui affrontaient, qui prenaient le centre, qui allaient mettre de la pression, parce que l'air de rien, l'armée peut bouger très très vite, hein, avec les bonus de mouvement. C'est une unité qui bouge de 6, donc il peut bouger de 12. Mais ton test stupidité au début de tour peut très bien te dire non, tu gagneras pas tu joueras pas la partie, quoi. Et ça. Mm. Ouais, ça Et c'est douloureux. Mmh. Et la WAG nomade, qu'est-ce que tu en penses de celle-là? Je pense qu'on devrait la placer à quelque part en D. Pas en D, pardon, en B. Je pense que ils ont des ils ont des avantages intéressants. La sélection fait en sorte que c'est pas évident. Je l'ai affronté pour la dernière fois, malheureusement, juste en 1.3. Je ne l'ai pas affronté depuis la 1.5 parce que je pense pas que il y a beaucoup de joueurs qui la jouent ici localement. Euh, euh, les changements poison, je pense on pouvait voir là, une unité avec des spiders, des araignées, là, des chevaucheurs d'araignées, puis la bannière avec poison qui était quand même intéressant. Les changements à poison les rendent un peu moins intéressants aussi. Donc, c'est pas complètement mauvais, mais c'est pas au niveau de la grande armée, ça c'est définitif. Puis je ne dirais pas non plus au niveau des hommes bêtes. Donc, pour moi, c'est au moins du B. Mmh. Ouais, moi, j'irais la classer en C. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu, leur gros avantage de début de jeu. C'est le fait de ne pas pouvoir charger après un mouvement d'avant-garde avec la Ouais, 1.5. Et en vrai. fait, tu avais ces 2 packs de cochons en base à qui tu donnais, avant-garde et que tu lançais Here We Go au premier tour et qui pouvaient charger sur des distances très impressionnantes et tu pouvais prendre l'adversaire de vitesse. Et pour moi, c'était ça le truc emblématique de la WAG Nomade, ces 2 gros packs de cochons qui avançaient et puis après tu avais souvent un troisième pack de cochons un peu plus costaud avec du perso orque noir dedans et cetera qui chargeait en deuxième vague. Là maintenant avec l'avant-garde qui te permet plus de charger, ça rend les choses compliquées. Bon, le char orque noir reste toujours un très bon joujou. L'impétuosité, Ouais. pareil, le fait de louper sur un 4+, est-ce que c'est un plus ou est-ce que c'est un moins? Dans tous les cas, tu feras tout pour garder tes mecs à portée d'orque noir, par rapport au test de commandement qu'il y avait avant. Pour moi, ouais, on est globalement, si je devais te donner raison et que je mettais la grande armée homme-bête en B, je pense que ça serait plus cohérent parce que du coup, on mettrait cette WAG nomade en Tout à C. fait. Tout à fait. Dans cette optique-là,
je le sens bien. Je pense que sont définitivement pas au même niveau que la Grande Armée. Donc, en plaçant la Grande Armée des hommes bêtes en B, je les vois bien en C également. Mm. Yes. Et ben maintenant, on va passer aux grands méchants, ceux qui gagnent à la fin de la fin des temps, ceux qui font exploser la planète d'ici 250-300 ans, Ça les n'existe guerriers pas, du The End chaos. Times. Ça n'existe pas. Je mets mon chapeau en papier d'aluminium, OK? C'est fait, là. Ça marche. La grande armée des guerriers du chaos. Donc, je vais carrément te dire quelque chose. On sera peut-être pas d'accord sur le sujet, mais pour moi, si toutes les armées étaient équilibrées comme la grande armée du chaos, je serais très heureux. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ouais. Je suis curieux. Je vais te laisser aller en premier. T'es place où, toi? Alors, je la mettrais soit en bas de A, soit en haut de B, mais je pense que je la OK, mettrais on quand est même d'accord. en bas de Ouais, A. Pour moi, c'est moi aussi. l'exemple de d'un bouquin qui est réussi. Oui, tout à fait. Il y Euh, a ce qu'il faut. je pense que Il y a ce qu'il oui, faut. Si tu veux jouer magie, si tu veux jouer corps à corps, si tu veux jouer des monstres, t'as des mauvais monstres qui sont fun. T'as des bons monstres. T'as le dragon du chaos. T'as différentes versions du dragon du chaos avec Exalted qui est endurance 5 ou avec Seigneur qui est maintenant hors de prix. Et enfin voilà, t'as tous les éléments qui te permettent de jouer comme t'as envie de le faire. Alors bon, t'es très mauvais en bataille de tir. En ouais. bataille de magie, tu es capable de faire quelque chose. Mais clairement, les javelots et les haches de lancer, ça a ses limites. Mais pour tous les autres gameplays, je pense que tu peux le jouer. Alors, le canon Apocalypse est catastrophique, on va pas se mentir. Non, non, ça n'existe pas. Voilà, c'est un nain du chaos, donc c'est une légende. Mais voilà, je suis très 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 content. Et nous, voilà, comme tu l'as dit, on voit même des listes avec des Shaggods qui arrivent pour utiliser le calice des hommes bêtes. On voit des listes avec des géants du chaos revenir parce qu'ils sont capables de faire des choses. On a l'enfant géant du chaos qui fait toujours son boulot, qui est capable de contrer les Gun 9 avec son mouvement aléatoire. Il y a des éléments, typiquement même les enfants du chaos, les petits avec leur mouvement aléatoire de 2d6, qui permettent quand même quelques petites blagues, même s'ils sont un tout petit peu trop chers actuellement. Et encore une fois, ils ont pas le bon type, enfin le pas bon sous-type par rapport au jeu, mais qui permettent d'offrir des choses. Et on se dit, voilà, s'il y a deux, trois choses qui évoluent, bah, typiquement, s'ils boostent un petit peu l'infanterie monstrueuse d'une manière ou d'une autre, les ogres du chaos, les trolls du chaos sont là, prêts à réagir. Donc non, pour moi, c'est à ça que devrait ressembler un bouquin en termes de conception et de game design. Voilà, j'ai dit beaucoup, je me suis mouillé. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord, je les adore. Je pense qu'ils ont aussi de la variété qui est bienvenue. Qu'on parle au niveau des personnages, puis au niveau de on s'entend par contre. Une armée de guerriers du chaos, ça veut aller en corps à corps rapidement, ça veut dicter les engagements. Donc, comment tu y arrives? Règle générale, c'est sûr qu'il y a l'exception là, de l'espèce de bunker à missile magique, on s'entend. Mais règle générale, il y a quand même plusieurs manières d'y arriver, que ce soit avec un presse-démon et un dragon, avec le triple dragon qu'on a vu énormément dernièrement, qui est très, très oppressant si tu n'es pas capable de contrôler le vol ou si tu n'es pas capable d'en tuer au moins un avant de te faire rentrer dedans. Donc, ils ont des belles options. Ils ont les Forsakens dont on parle pas assez encore, à mon avis, sont encore toujours excellents, mais on a aussi des builds où on peut jouer de la cavalerie, que ce soit les élus ou la cavalerie de base, il y a des options. Il suffit de vouloir prendre le temps de maîtriser l'armée, d'y aller en combinant, puis c'est une armée qui a très, très peu de mauvais match-up et qui est très, très solide dans ce qu'elle fait. Donc, moi, je les aime beaucoup. Je les place effectivement moins fort que. Je pense que les orques et les gobelins sont un bon contre avec les fanatiques en ce moment. Là. Oui. C'est excellent, surtout avec les champions exaltés qui sont seulement endurance 5. Les fanatiques peuvent être extrêmement dangereux. Donc, je les mettrais pas plus haut qu'ils sont là, mais ils sont définitivement en haut de B, sont super bien dans leur rôle, puis ils ont quand même beaucoup de variété. Il y a très peu de choses qui sont carrément injouables, et ça, je trouve ça très positif. Ouais, tout à fait. Bah, globalement, les seules choses que j'ai vraiment pas vues sur table, ça va être, et pourtant j'ai essayé de jouer les enfants du chaos, donc avec très peu de résultats. Je vais pas mentir, avec très très peu de résultats.
Mais les trolls du chaos et les orques du chaos sont les deux seules unités avec le canon Apocalypse qu'on ne voit jamais. Mais tout le reste, que ce soit le Malflab, la doublette de dragon, ou même, c'est la liste que j'aime beaucoup avec les deux manticores et les deux enfants géants du chaos, c'est vraiment intéressant. Tu peux vraiment faire des choses. Et comme tu dis, il y a beaucoup de très bons match-up. Après, attention, parce qu'en effet, il n'y a que le Seigneur du Chaos sur Dragon qui est en endurance 6. Les autres vont avoir des problèmes d'endurance assez rapidement. Et ouais, en cas de fanatique, ou de choses comme ça, tu peux, ou même de beau chapti, tout simplement, ta figurine, elle peut vite retourner dans la valise. Et ça peut être compliqué en tournoi, ouais. Puis je rajouterais une chose qui est une faiblesse qu'on a tendance à oublier avec les guerriers du chaos, c'est leur leadership. Oui, Si t'es pas chanceux dans tes jets de, de- je cherche le terme en français, mais Gaze of the Gods, ouais, euh, l'œil des dieux. tu, Le regard des tu dieux, peut-être. peux avoir, tu peux avoir un général qui est leadership 8 et ça fait très très mal dans certaines circonstances. Donc, c'est une petite faiblesse là, pour les avoir joués quelques fois. Il fallait que je pense à mes affaires comme il faut là, dans Mm. le placement et tout. Donc, faites attention à votre leadership de 8. Vous avez beaucoup de choses, vous avez beaucoup d'immunité à la psychologie. Ça peut aider, par exemple, sur les Forsaken, mais un pack de chevaliers qui tourne de côté parce que oh, le leadership n'est pas tellement haut, ça peut faire mal. Mm. Bah, tu vois, là, le prochain tournoi de Lisbonne, qui était censé être un GT, mais qui est un RTT au final, il est sur une journée. J'y vais en guerrier du chaos de base avec deux packs de Forsaken et un petit prince démon. Je pense pas que ça fera Intéressant. des miracles, parce qu'il y a quelques expatriés comme moi au Portugal qui vont venir avec des listes très 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 opti. Je m'attends à du bon nain efficace et à du culte mortuaire. Mais malgré tout, je pense que je vais m'amuser en grande armée à mettre la pression. Et puis j'ai une armée full Slanesh qui est là juste pour le lore. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à jouer des marques de Slanesh là où je les joue. Mais ça permet de faire des trucs assez sympathiques. Et ouais, je suis assez content. Et du coup, les loups de mer, qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est que là, il y a j'ai vu apparaître un play récemment. Certains joueurs pensent que la grande armée est bien meilleure que le loup de mer, et moi, je t'avoue que je pense l'inverse. Qu'est-ce que t'en penses, Je suis toi? d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi parce que pour moi, euh, la plus grande faiblesse de la Grande Armée, c'est de jouer en deuxième. Et les loups de mer peuvent éviter tout ça. C'est sûr que c'est pas automatique. Il y a des trucs. Puis moi, je dois avouer que comme joueur KT, je place un Charm Shield pour essayer de. Si un joueur qui joue les loups de mer, je veux avoir une sauvegarde invue à 5 pour contrer le punch possiblement. Donc, c'est des choses auxquelles je pense en tant que joueur. Mais je trouve vraiment que ils perdent pas grand-chose. Il y a moyen de faire des builds très méchants avec eux. Bon, OK, je peux pas jouer le dragon en rare, c'est pas grave, je vais jouer deux enfants du chaos euh, géant, il n'y a pas de problème. Donc, pourquoi pas? Juste l'opportunité de prendre l'initiative sur l'adversaire dans un duel avant même que la partie soit commencée, Hmm, pour moi, c'est un avantage immense. Et là, on parle même pas du fait de gagner là, des bonus pendant le match. ouais. Je les aime beaucoup. Je pense que les Skin Wolves ils ont une place intéressante aussi. Les petits packs de Marauders ou de Berserkers qui vont ambush, qui peuvent mettre énormément de pression sur les machines de guerre adverses, je trouve ça intéressant. En tant que joueur KT, en tant que joueur Roi des Tombes, perdre l'initiative contre le chaos, ça me fait peur. Donc, c'est quelque chose auquel j'accorde beaucoup de valeur et je pense que c'est une grosse force là, des loups de mer, Hmm. des Ben, Wolves of the Sea. je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, ça a été l'une des grandes discussions, parce que là, voilà, on a le tournoi de 3 là, qui est ce week-end. Alors, ça, il est les 8 et 9 novembre. Et il y a une bonne partie des grosses équipes compétitives françaises. En gros, il manque que le Sud-Ouest. Et globalement, il y a toutes les équipes vraiment compétitives du format actuel. Et on a passé beaucoup de temps avec le capitaine. Alors, je suis Orga, mais je reste quand même l'étendard de Sword and Baguette. Donc, l'équipe Sword and Baguette, on a passé beaucoup de temps avec le capitaine Ayaz pour discuter de sa liste et notamment à quel point tu vas aller optimiser ce défi pour avoir ce toss, à quel point tu vas aller mettre ton pack de 5 guerriers du chaos avec Albard et un gars dedans avec une pierre pour... voilà, à quel point tu vas aller le fiabiliser. Et là, en plus, on est en équipe. En plus, il a un calice, donc il y a des armées où tu vas clairement dire à l'adversaire, je vais casser la gueule à ton champion.
En plus, si tu es un Mhm. champion de l'Empire, il y a de fortes chances que tu l'aies payé une RM2, donc ton champion, il va valoir 40 points, donc je suis même pas sûr que tu auras envie de le faire. Je vais te courir dessus et tu auras le calice au T1. Et là, tu as beaucoup de joueurs qui se disent, eh ben, j'ai perdu. Et ils ont souvent pas Non, non, tort. tout à fait. Donc, vraiment, il y a des erreurs. Alors, on s'est posé les questions, on dit, ouais, mais voilà, par rapport aux différentes gunlines qu'on va affronter, est-ce que tu as besoin d'un meilleur champion ou pas, etc. Enfin, on a fait pas mal de petits trucs. Et donc, c'est très, très, très intéressant, voilà, ce défi. Et je vais même te dire quelque chose. J'ai parlé à 3 joueurs qui jouent en loup de mer en compétitif en France. Les 3 ont systématiquement oublié le coup des bonus quand tu captures un étendard adverse. Systématiquement. Ils jouent Et sur en une plus, jambe et ils gagnent quand même. non, non, je pense que c'est moi, personnellement, quand j'affronte les guerriers du chaos en grande armée, je me dis toujours si, OK, si j'ai le toss, c'est vert. Si je le perds, c'est orangé un peu. Ça commence à être compliqué. Là, avec les loups de mer, il y a vraiment moyen de fiabiliser ça, surtout contre des rois des tombes, c'est presque automatique. Il y a quelques armées, bon, qui peuvent poser problème parce que ils peuvent mettre un champion assez tanky ou quelque chose du genre. Donc, bon, il y a possibilité que ça rebondisse. Mais règle générale, cette combinaison-là avec l'embuscade qui vient vraiment aider à protéger les petites unités qui vont aller chercher, qui vont mettre de la pression sur le backline, moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Je trouve que c'est une armée qui joue différemment un peu de la grande armée aussi. Alors, je trouve ça très, très cool, mais je les place en haut, effectivement. Bon, puis il en reste plus qu'une, les Herald of Darkness, alors avec lesquels j'ai été très très violent à leur sortie. Pour moi, c'était globalement, ça se résumait à un détachement allié de ta grande armée pour jouer un char élu du chaos et un pack de chevaliers du chaos avec avant-garde. Bon, on l'a vu notamment en France, on a vu quelques bonnes listes faire des résultats intéressants, alors pas écraser la méta, loin de là. Qu'est-ce que tu en penses de cette dernière liste d'infamie des Halles sauvages? Je peux, je pense qu'elle est moins bonne que la grande armée. Donc, de facto, j'aurais tendance à la faire glisser dans le B. Est-ce que c'est meilleur ou moins bon que la grande armée des hommes bêtes? Difficile à dire. J'aime beaucoup les chars, ça protège contre le coup fatal héroïque, contre le coup fatal. Donc, juste ça, c'est très bon. Un bon nombre de points de vie. La manière de comptabiliser aussi les points dans le match Play Guide fait en sorte que si tu as un personnage sur chariot, tu ne donnes des points que si tu as 5 points de vie ou si tu meurs complètement. Donc ça, c'est une grosse force au niveau du point denial. Est-ce que c'était intentionnel ou pas? On pourrait débattre là-dessus, mais bon, ça reste un avantage. Euh, ils ont des. Avoir la contre-charge sur des chariots, c'est extrêmement intéressant, mais je pense que dans la méta actuelle, ne pas aller avec des flyers pour les guerriers du chaos, c'est un désavantage. Euh, les chars sont ralentis par les obstacles linéaires bas. S'il y a du Hurton Rampart ou de l'X-Force avec Entrenched, ça devient extrêmement compliqué de gagner un combat. Donc, puis on est déjà moins manœuvrable que si on joue un dragon ou quelque chose, un prince démon. Donc, je pense que la liste est intéressante. Thématiquement, c'est super, mais compétitivement, ben vraiment plus qu'un poil en dessous là, Mm. de la grande armée. Ouais, je suis Même, tout à fait j'aurais d'accord. tendance à dire en dessous Je suis, des hommes bêtes aussi. je suis tout à fait d'accord, surtout dans une version où tu vas dire bah, je vais jouer plus de cavalerie alors que c'est l'infanterie qui a été buff. Cet aspect à contre-courant, alors on a déjà un aspect à contre-courant, parce que globalement, le guerrier du chaos, quand tout le monde a dit les dragons sont moins forts, qui s'est dit bah du coup je vais en jouer 3. En mode tout le monde va arrêter les contre-dragons, etc. Bon, au final, on voit que bah, les listes empires, elles sont passées de 3 à 4 canons, que KT existe, que les beaux chaptis sont toujours là. Donc voilà, c'est toujours très compliqué en effet pour certaines grosses listes de faire arriver leur gros lézard au corps à corps. Mais voilà, ils ont déjà essayé de prendre un contre-pied, ce double contre-pied de jouer, de jouer des petits chars, des petits persos en isolé sur des chars, etc. En fait, j'aimais bien le char, notamment quand il y avait la domination des Pégases, parce qu'en fait, ça te faisait une zone Ouais. où clairement le Pégase n'avait pas envie de venir parce que les touches d'impact dans les Pégases, c'était taquin et la contre-charge faisait que le mec pouvait pas se mettre où il voulait. Et donc, ça donnait pas mal, pour moi, pas mal d'intérêt à ce char-là.
Là, on est dans une méta qui est un petit peu différente et comme tu l'as dit, il y a tellement de tricks au niveau des obstacles linéaires bas, physiques ou virtuels, qu'au final, pour moi, c'est très compliqué de jouer cette armée, sans même prendre en compte le fait que c'est l'une des rares armées The Old World qui a des contraintes de composition en termes de marque, en termes de trucs, qui te rajoutent en Oui, plus un espèce de petit boulet supplémentaire au supplémentaire. pied. Donc, non, je pense qu'on est d'accord. Tu vois, pour moi, ils sont paradoxalement, alors qu'ils ont les mêmes, beaucoup de très très bons outils. Ils ont le Brazen Collar, ils ont accès à plein de choses de bien. Ils sont même entre, voilà, ils sont en queue de B et ils sont pas très très loin pour moi de partir en C, parce que je pense que c'est malheureusement facile de perdre avec, parce que tes sauvegardes, tu vas les louper sur les tirs des nains ou sur les tirs de Bochapti, et tu vas perdre des figurines très très chères. Là où le guerrier du chaos a au moins le bon goût d'avoir de l'infanterie avec de l'invue, etc., qui est un petit peu mieux costé. Donc voilà. Non, je suis Bon, d'accord. Puis il leur manque pas grand-chose, peut-être qu'avec éventuellement des trucs un peu moins chers ou une unité de plus, mais pour l'instant, malheureusement, là, ils sont à quelque part entre le B et le C. Puis surtout, si on mettait toutes les armées dans le même tiers, dans la même ouais. liste, pardon, je pense que là, définitivement, il y aurait tendance à glisser un petit peu, par la force des choses, avec le nombre d'armées qu'on a un peu partout, il y aurait même tendance à glisser vers le haut du C. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Alors, Ça avant de termine finir, éclate. Ah non, tu veux rajouter quelque chose? ouais, Vas-y. j'aimerais bien, avant de finir, et que les gens se cliquent déjà sur la deuxième vidéo pour aller voir la tier list des Forces Fantastiques sur Sword and Baguette. La question, c'est on a mis en premier nom, on attend janvier. Pour ces trois armées, qu'est-ce que tu attendrais justement si on dit on attend janvier? Qu'est-ce qu'on pourrait attendre de Game Workshop pour faire que le S descende légèrement en A, on va dire un bel objectif, sachant qu'on a pour moi passé suffisamment de temps à parler des problèmes de la cavalerie et de l'infanterie monstrueuse. Donc on va dire les deux catégories du bas, on a déjà dit ce qu'il faudrait pour les up. Qu'est-ce que tu ferais au roi des tombes, culte mortuaire et à la grande armée pour les rendre plus agréables? Bonne question. Pour le culte mortuaire, je pense que si les beaux chaptis ne sont pas accessibles en base, ce serait déjà un bon point parce que ça forcerait de jouer beaucoup de trucs moins intéressants en base. Et juste ça, ça ferait un énorme changement à la liste. Sinon, on pourrait dire que ce soit force 6, c'est extrêmement fort. Les baisser à force 5 peut-être aussi. Où là, ils menaceraient plus autant les gros patrons, même les machines de guerre. Je pense que ça aiderait un petit peu à diminuer l'aspect extrêmement désagréable de la liste où est-ce que tu as des beaux chaptis qu'on peut ramener très très facilement à la vie qui frappent comme une tonne de briques. Je pense que c'est un des principaux aspects qui reste à corriger avec le culte mortuaire parce que je pense que la version actuelle, même si elle est très forte, est moins forte que celle qu'on voyait par le passé. Du côté de la grande armée, je trouve ça difficile. Hem, est-ce Ouais, que est-ce que c'est dire on change quelque chose au niveau, par exemple, des, hem, par exemple, comme les Sphinx qui sont vraiment pas chers, qui ont des 3 plus 2 stumps. Pourquoi eux, ils ont plus 2? Bonne question. Ce serait peut-être là le changement. Sinon, c'est pas évident parce que ce qui fait vraiment la force actuelle, c'est les dragons. Je vois pas comment ils peuvent les changer, facilement. mm, Et puis pour le Wilder Herd, celle-là, c'est pas évident, mais c'est sûr que si on touche pas à Wild Tide, je sais pas comment faire. mm. Alors tu Qu'est-ce vois, que moi t'en penses? je me suis posé la question, notamment pour faire un petit tournoi là en décembre, un petit tournoi en ligne avec un espèce de patch renegade français qui aura pour objectif de totalement disparaître de l'histoire dès que la 1.6 sortira. Et je me suis dit, tu vois, on a déjà commencé parce qu'on a décidé d'interdire le Mortis sur les tournois qu'on organise pour calmer un petit peu Oui, l'Undead. Et le Vampire, elle serait très très bien. Et là, pour avoir fait un tournoi avec du Roi des Tombes, et pour en avoir discuté encore ce week-end lors du tournoi qu'on a eu à Angoulême, un petit tournoi à 48 joueurs, où forcément, en premier, bizarrement, il y a un compte vampire. En deuxième, c'est surprenant, il y a il y a du KT, il y a de la Wild Earth. Enfin voilà, le podium est malheureusement très cohérent
en termes de en termes de représentativité des armées. C'est on en parlait avec les joueurs Rois des Tombes notamment, est-ce que, dans notre petit patch, on retirerait pas simplement le fait que la grande bannière fasse relancer les tests de commandement aux morts vivants? Et retirer ça, on s'est rendu compte que d'un seul coup, ça serait beaucoup plus intéressant à affronter et à jouer. Et en fait, le risque de pas relever tes mecs, le risque de louper ton test pour avoir ton bonus sur ton patron, et c'est de les défiabiliser un petit peu, parce qu'au final, le D3 de résolution de combat est déjà un assez gros avantage, enfin, au niveau de l'indomptable. Et voilà, on en est à un point où on se demanderait pas si le petit tricks pour équilibrer le vampire et le roi des tombes, ça serait pas de jouer sur cette grande bannière. Donc voilà. Alors après, Game Élégant comme Workshop, changement. je t'écoute, pardon. Je trouve ça élégant. Je trouve ça élégant comme changement dans le sens où ça ne brise pas les synergies très, très fortes, mais comme tu dis, ça vient défiabiliser quelque chose qui est potentiellement trop fiable. Donc, je suis loin de détester. Autant je détesterais le perdre, autant je pense que sur papier, c'est un changement qui serait bénéfique pour ramener ça là, un petit peu plus là, vers le A. Mmh. Et pour la Wild Herb, pareil, j'en ai parlé ce week-end avec 2 joueurs hommes bêtes. Donc on était entre 3 biquettes, donc on était notre petit conseil de chamage, sauf que c'était la tireuse à bière qui nous servait de pierre des hardes. Et en fait, on s'est dit, s'il fallait calmer la Wild Herd, bah, en fait, aller au fond du principe, c'est-à-dire, en Wild Herd, la horde primordiale, elle est impétueuse parce qu'elle est plus dure à contrôler que les gores. Et on s'est dit, bah, est-ce que les chamans en Wild Herd ne devraient pas gagner la règle d'impétuosité pour rajouter de la difficulté, du manque de contrôle, de l'aléatoire aussi, parce que c'est toujours amusant d'utiliser. Et ça donnerait un peu plus d'intérêt. Oui, tu dois t'avancer pour balancer ton Viltide, mais après, bah, l'adversaire, s'il se rapproche, bah, tu vas peut-être avoir tendance à vouloir le charger le sceptre à la main, le Braille sceptre à la main, et ça nous plaisait bien. Alors, je pense que Game Workshop ira pas là-dessus, clairement, ni dans l'un ni dans l'autre. Mais voilà, c'est des pistes sur lesquelles on pense. Et encore une fois, voilà, si on fait un petit patch d'équilibrage fun pour Noël, il y a de fortes chances que ce soit dedans. Ouais. Moi, je trouve ça intéressant. Je pense que la seule chose que j'aime un peu moins, c'est que ça rajoute encore, c'est encore un jet de dés, Oui, si je peux dire. C'est encore l'aspect casino, quand tout va bien, quand tout va mal, tout va mal. Mais je pense que ça prend éventuellement un petit quelque chose pour adresser cet enjeu-là, parce qu'en ce moment, ben, le Tide est très abusable et je comprends tout à fait ceux qui le font. C'est extrêmement fort. Il y a très peu de contre au Tide. oui. Donc, pourquoi pas. Bah, Mais le contre je pense que Vital, c'est jouer de l'infanterie qui n'a pas d'armure, quoi. Parce que c'est mais pas en même rentable. temps, je veux dire, ouais, ben, écoute, ils vont mourir quand même. Oui, bah après, Quand perdre un gobelin commun à 3 points, c'est pas pareil enfin, 5 gobelins communs versus un sixième de dragon, 5 points de vie de dragon, on est d'accord. c'est pas la même chose. Ah, attends, excuse-moi. Désolé, c'est mon alarme qui s'est mis en. Il y a pas de stress, Ouais, c'est pour ça qu'on fait du montage. exactement. Ah, sinon, ça aurait été trop simple. Je voulais pas trop de facilité, la tâche. Fait qu'on Euh, fait le outro parce que je pense qu'on avait ouais, tourné, je pense qu'on a fait le on tour. avait pas mal fini. OK. Donc, écoute, merci Corbac pour cette tier list des hordes sauvages, des Ravening Hordes. Exercice qui a été quand même intéressant. Je pense qu'on avait quand même beaucoup de points de vue communs. Pardon. Je pense qu'on va avoir un petit peu plus de divergence quand on va faire les forces fantastiques parce que là, je pense que tu as peut-être un peu plus d'expérience que moi de ce côté-là. Chez nous, c'est assez faible là, le nombre de joueurs force fantastique. Il y en a beaucoup moins que les hordes sauvages. Donc, je suis curieux de t'entendre là-dessus. Et je termine en disant aux auditeurs de Ten from the Back, je vous rappelle que on a un concours. Si on atteint le 500 abonnés, on fait tirer un bataillon de votre choix au joueur qui va gagner. Donc,
On a augmenté là, beaucoup notre nombre d'abonnés lors de la dernière vidéo. Il nous en reste une quarantaine à aller chercher. Alors, faites un petit effort. Si vous êtes de l'autre côté de l'océan, faites la même chose. Puis, dans la vidéo où on atteindra le 500 abonnés, on vous expliquera comment participer au concours qui est rendu possible grâce à l'aventure sur table. Et je vous rappelle aussi, pour ceux qui suivent un peu la scène québécoise, qu'on aura le plus gros tournoi The Old World de l'année le 15 novembre à Sherbrooke, chez moi, 26 joueurs pour un événement d'un jour. C'est très, très cool. Déjà très, très hâte d'y être. As-tu un dernier mot de la fin de ton côté, Corbac? Bah, écoute, en effet, j'encourage tous les gens, notamment les Français, à s'abonner, à cette chaîne. Encore une fois, c'est là où vous avez les bonnes informations, les bons leaks, ils sont ici, hein. Donc, n'hésitez pas. Alors, en plus, si ça vous permet de gratter un bataillon, faites les brères. Il faut que ce bataillon traverse l'Atlantique. Heu, donc, non, non, profitez-en, gagnez au tirage au sort. Je sais même pas s'ils ont anticipé les frais de port et tout ce qui va avec pour le transporter de l'autre côté de l'Atlantique. On s'occupera de ça rendu là, c'est pas grave. Mais allez-y, voilà, allez-y les maniaques de Sword and Baguette, encore une fois, les infos sûres, elles sont ici. Merci encore une fois, Corbac. Alors, tout ce qui me reste à vous dire en l'absence d'Alex, c'est de bien vous amuser dans le vieux monde. Salut tout le monde, à la semaine prochaine.